Bon, alors je crois que c'est plus facile pour nous de réagir que pour nous, juste après la vision du film, mais je vais vous demander d'accueillir donc le directeur de la photographie du film, Jean-François Esgens, que j'invite à me rejoindre ici, devant vous. Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors on va s'asseoir sur le bord de la Seine, proche de vous. Merci Jean-François d'être avec nous ce soir pour parler du film Un silence et puis surtout pour parler de votre travail et nous faire découvrir ce que c'est qu'être directeur de la photographie ou chef opérateur. On aura sûrement l'occasion de parler de pourquoi il y a ces deux appellations, laquelle vous préférez, ce que ça regroupe. Mais pour commencer, j'aimerais plutôt vous demander de nous expliquer comment et pourquoi est-ce que vous êtes arrivé dans le cinéma et comment est-ce que vous êtes devenu directeur de la photo. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous rêviez quand vous étiez petit ou est-ce que c'est des rencontres et des hasards? Je rêvais pas du tout à ça, je savais même pas ce que c'était en fait. Et en vrai, j'ai eu un parcours d'étudiant un peu compliqué. Je viens d'un petit village à 30 km, 40 km de Liège. Et puis à un moment donné, j'ai vaguement suivi une fille qui allait à Saint-Luc en dessin. Et puis moi, je me suis dit, je vais aller faire de la photo alors que j'avais jamais fait de photo. Mon père avait vaguement un appareil, enfin, c'était pas très clair. Et bon, je me suis dit, je vais faire ça. Et puis ça a marché. Et puis après, je ne me sentais pas non plus trop de faire une carrière de photographe. Donc un de mes potes qui à l'époque, il y avait une école de journalisme qui s'appelle l'IEX, qui est maintenant est à Bruxelles, mais qui à l'époque était à Mons, et qui venait du même village que moi, qui présentait ça. Il me dit, mais je vais t'emmener, on va aller faire l'examen d'entrée de l'ASSAS ou de l'IAD. Moi, j'étais persuadé que le directeur de la photographie, c'était le photographe de plateau. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Je n'avais aucune connaissance. Je n'avais jamais été sur un plateau de cinéma. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et puis, j'ai présenté l'examen d'entrée. Et puis, j'ai été reçu. Et puis, du coup, j'ai fait ma première année en étant sûr que ça n'y en aurait qu'une. Parce que c'est des écoles où, si vous ratez une année, en fait, vous êtes exclu. On ne peut pas recommencer. C'est des toutes petites classes. Enfin, c'est toujours le cas maintenant. Des classes entre 6 et 12 élèves, quoi. Donc c'est vraiment des toutes petites. Et en fait, ça s'est bien passé et j'ai beaucoup aimé ça et j'y ai trouvé vraiment mon compte et je me suis bien amusé. Les profs ont trouvé que j'avais quelque chose à faire là. Donc voilà comment je me suis retrouvé à faire ça. Et puis sorti de l'école, très vite, je me suis retrouvé à faire un peu tout et n'importe quoi, des tournages partout, tout ce qu'il y avait de possible. On était très très peu à cette époque-là. Moi, j'ai 55 ans, donc je suis sorti de l'école il y a 30 ans. Il y avait vraiment le cinéma belge, c'était une poignée de gens à ce moment-là. Donc moi, je participais à tout ce qui se faisait, les courts-métrages. On faisait des longs-métrages sans budget. Moi, j'ai fait un long-métrage, je me souviens, d'un réalisateur qui travaillait à RTL à l'époque. Pour financer le film, il y avait des paquets de Tigra. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les cigarettes Tigra, mais ça a disparu. Mais dans tous les plans, il y avait un paquet de Tigra. C'est comme ça qu'il a financé le film. Donc il avait les bobines de pellicule grâce à ça. Et puis tout le reste, nous, on n'était pas payés. C'était Jean-Marc Vervoort qui était le directeur de la photo, j'étais son assistant. Et voilà, et une semaine, c'était une équipe, et la semaine d'après, ça pouvait être une autre équipe, parce que on n'était pas payé, donc chacun allait. C'était ça l'esprit un peu du truc à ce moment-là, quoi. C'était très marrant. Et c'est vrai que tout le monde habitait à Bruxelles, tout le monde se connaissait, tout le monde allait un peu dans les mêmes cafés, dans les mêmes boîtes, dans les mêmes soirées. Voilà, c'était un peu ça l'esprit. Vous êtes venu pour la photo, mais est-ce que vous étiez déjà cinéphile ou est-ce que vous aviez déjà une culture de cinéma ou est-ce que ça s'est vraiment fait à l'école? Comment votre rencontre avec le cinéma avant d'en faire, comment ça s'est passé? Non, moi, c'est quand j'étais à Saint-Luc, j'allais au cinéma tous les jours. Tous les jours, au moins voir un film, parfois deux. C'était vraiment boulimique de ma part et j'adorais ça. Et donc, je voyais tous les films qui sortaient, je les voyais. Mais comme des grosses comédies à la con, des films d'auteur, des films compliqués, tout ce qui sortait, j'allais le voir. C'était vraiment une passion pour moi. Mais j'avais pas, encore une fois, je n'avais pas la moindre idée de ce que ça représentait derrière, de ce que c'était qu'une équipe de cinéma, de qui faisait quoi. C'était totalement inconnu, moi. Je venais d'un endroit où ça ne faisait pas du tout partie de notre culture, notre paysage. Et pourtant, voilà, derrière, je suis arrivé à faire ce métier et à en vivre. Donc,
Il y a les premiers exercices à l'école, j'imagine, et puis les premiers jobs. Comment ça se passe, vos débuts? Vous dites que vous êtes sur tous les plateaux, vous faites un maximum de choses. Ouais. C'est quoi les premiers moments marquants pour vous de votre carrière? C'est vrai qu'au début, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Donc, c'est des clips, des pubs, des courts-métrages. Voilà, ça va dans tous les sens. Je peux faire un tournage à Ostende le matin, puis la journée, et puis dormir dans ma voiture sur un parking pour faire un tournage à Charleroi le lendemain. Et à l'époque, vraiment, moi j'étais assistant opérateur, on était 4, 5. Donc, on se parlait, on se refilait les trucs. Moi, je suis sorti en même temps que Marie Spencer, je ne sais pas si certains la connaissent, qui est une chef opératrice aujourd'hui qui marche très, très fort. Et voilà, Marie, c'était l'assistante d'Yves Kep, qui est aussi un chef opérateur émérite, voilà, qui a fait les films de Bruno Dumont, qui a fait plein de trucs super. Et on se parlait, on se refilait les coups. Quand quelqu'un pouvait faire quelque chose, il le faisait. Quand il était coincé, il passait la main. Enfin, c'était très comme ça, très bon enfant. Et puis après, c'est vrai que je rencontre Alain Marcoun, qui est le chef opérateur des Dardennes. Enfin, plus maintenant, parce qu'il a arrêté, mais depuis les 2 derniers films. Mais avant ça, depuis La Promesse, c'est lui qui était le chef opérateur des Dardennes. On se rencontre à Liège sur un documentaire pas très, très ambitieux. Et voilà, mais bon, on le fait ensemble. Benoît Deby, que peut-être vous connaissez aussi, voilà, qui est devenu un chef opérateur très, très renommé aujourd'hui, était l'assistant d'Alain. Il en avait marre parce que il n'y avait pas assez de travail. Donc, il décide d'arrêter pour rentrer à RTL, pour faire de la photo sur des plateaux de variété. Donc, il y a un créneau. Alain me propose de le faire. Moi, je le fais avec lui. Et 1 an plus tard, on fait La Promesse. Et moi, c'est la première fois où je vais vraiment sur un plateau de cinéma, de long métrage, le premier film sur lequel je vais, quoi. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, donc voilà, mais à cette époque-là, si on fait un film par an, c'est formidable. Sauf qu'avec un film par an, on ne vit pas. Donc il faut faire d'autres choses. Donc moi, pendant La Promesse, jusqu'à Rosetta, je fais ça, je suis assistant, mais le week-end, je fais le foot à Canal+. Parce que voilà, il faut filmer, ça permet d'avoir un petit cachet en plus, ça permet, parce qu'on n'a rien, il n'y a pas d'acédique, enfin, ou de statut, il n'y a pas de congé spectacle, il n'y a rien du tout. On gagne ce qu'on gagne. Donc c'est une époque à la fois super marrante parce que c'est vraiment de la débrouille et tout le monde se passe les coups et on se parle beaucoup et tout ça. Et en même temps aussi un peu stressant parce que financièrement, voilà, faut arriver à assumer ça. Moi, mon premier choc visuel, c'est dans La Promesse, ceux qui ont vu le film. À un moment donné, il y a Olivier Gourmet, il y a donc Igor Jérémy Régnier qui attache son père à une chaîne dans le garage dans lequel ils sont. Et puis Olivier Gourmet reste attaché à cette chaîne et Jérémy s'en va et Gourmet dit Igor, Igor. Et donc on est là, on tourne la scène et puis la scène se termine et il n'y a personne qui dit couper, quoi. Et parce que les frères, en fait, ils alternent. Donc il y a une scène où il y en a un qui est sur le plateau et l'autre derrière le combo. Et la scène d'après, c'est l'inverse. Donc, et là, personne ne dit couper, tellement l'émotion qu'ils ont envoyée était puissante. On était en larmes et on ne savait pas quoi faire, quoi. C'était assez troublant, cette scène-là. Et la scène de karaoké où ils chantent Zai, 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 Zai. Voilà, ça, c'est deux moments qui restent. Mais après, j'en ai 1000 des moments parce que depuis, j'ai été assistant pendant 12 ans. Ça fait 18 ans que je suis directeur de la photo. J'ai dû faire une 40aine de projets, longs métrages, séries ou films télé confondus. Donc, ça fait beaucoup de films, beaucoup d'images, beaucoup de rencontres. Donc, j'ai plein de moments forts, mais ceux-là, c'est un peu les tout premiers, quoi. Alors vous venez de dire, je suis directeur de la photo depuis 18 ans, j'étais assistant pendant 12 ans. Justement, on ne commence pas directeur de la photo, on commence assistant. Il y a plusieurs postes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tous les postes aussi? Et puis, direction de la photo, c'est aussi faire la lumière, faire le cadre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du métier et comment est-ce que vous le définissez? Ouais. Après, ça a changé, ça. Hein. Donc moi, quand je suis sorti de l'école, c'est vrai qu'on était dans un process un peu à l'ancienne, un peu classique. On était assistant, normalement deuxième assistant, mais en Belgique, il n'y avait déjà pas de deuxième assistant. Le premier faisait tout, parce que c'était tellement des petites équipes que le premier... Donc le deuxième assistant, quand on travaillait en pellicule, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est lui qui chargeait. Donc il manipulait la pellicule, qui mettait la pellicule dans la caméra. Et le premier assistant, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est celui qui fait le point. Donc il s'arrange pour que ce soit net. Et puis après, chef opérateur, donc c'est le cadreur, et puis le chef opérateur. C'est un peu comme cette hiérarchie, elle est comme ça. Mais
comme je dis, en Belgique, à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait déjà pas tous ces postes-là. Donc, on était premier tout de suite parce qu'il n'y avait pas de second. Donc, on ne pouvait pas... Donc, moi, j'ai commencé comme ça, à être premier. Et puis, j'étais premier pendant 12 ans. Alors, d'abord sur des films en Belgique. Et puis, après, grâce notamment à Rosetta, parce que malgré tout, l'aura de Rosetta, sur le fait qu'il ait la Palme d'Or, ça claquait un peu. Donc, il y a des chefs opérateurs ou chefs opératrices françaises ou directeurs photo plutôt françaises qui sont intéressés à moi et qui m'ont proposé de les assister, de faire des films. Voilà, c'est comme ça que ça s'est... Mais pendant 10 ans, je n'ai pas fait de photos du tout, je n'ai pas fait d'image. J'étais assistant. Je faisais 3 films, 4 films par an, j'étais assistant. Donc je regardais le travail des autres, mais je ne pratiquais pas moi-même. Et puis un jour, pour ça aussi que je veux dire à quel point les écoles sont importantes. Un réalisateur-producteur, donc c'est Tarantula Luxembourg, Donato Rotuno, qui était dans la même promotion que moi, dont j'avais fait le film de fin d'études. Après 12 ans de production, se dit tiens, j'ai envie de faire un moyen-métrage comme réalisateur. Il le fait, il me propose de le faire avec lui, en sachant que tous les deux, ça faisait 12 ans qu'on n'avait plus fait de film à ces postes-là. On l'a fait, ça s'est très bien passé. Et puis derrière, il produisait le film d'un jeune, pas si jeune, mais d'un réalisateur turc-allemand, et qui avait un chef-op allemand sur les 2 premiers films qu'il avait fait, mais qui voulait changer. Donc il me le propose, et puis je le fais. Et puis 6 mois plus tard, Olivier Van Hofstadt m'appelle parce qu'on se connaît bien, parce qu'on est dans la même board à Bruxelles, parce que j'ai fait ses courts-métrages. Il me dit, je fais Dickenhug, j'ai engagé quelqu'un, ça se passe pas bien. Il paraît que tu fais de la photo maintenant, via Bruxelles. Moi, j'étais en tournage au Luxembourg. Via Bruxelles, on se parle. Dimanche matin, je prends ma voiture, je file à Bruxelles. On passe la journée ensemble. Le soir, quand je suis dans la voiture pour revenir, il me dit bon, on fait le film ensemble. J'appelle le gars demain, je lui dis que ça va pas le faire et on fait le film ensemble. Et du coup, je me retrouve à faire Dickenug. C'est un peu comme ça. C'est de la chance, c'est des rencontres. C'est aussi, comme on se disait tout à l'heure, la chance, quand elle passe, faut aussi la saisir. Des fois, quand on sent qu'on n'est pas tout à fait prêt, mais qu'on n'est quand même pas loin de l'être, il faut savoir dire, oui, je vais y aller. Ça va aller. Je vais trouver, je vais réfléchir, et puis ça va se passer, quoi. Et pas trop rester... il ne faut pas y aller trop tôt non plus, parce que sinon, ce qu'on fait n'est pas bien, et ça nous étiquette aussi. Donc, trouver le bon truc. Mais faut quand même mieux être un peu... aller un peu de l'avant, quoi. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous décririez votre métier, directeur de la photo, à la fois en termes techniques et puis peut-être en termes plus relationnels ou émotionnels? Comment est-ce que vous décririez le métier? Moi, je fais la photo. Donc, il y a 2 choses dans ce que je fais. Donc, je suis directeur de la photo. Donc, j'organise, on va dire, l'image du film. C'est moi qui suis responsable de l'image, de tout ce que ça comporte comme point. Donc, ça veut dire que je suis aussi très étroitement lié au chef déco, au chef costume, au maquillage, à la coiffure. C'est un peu un travail collectif, tout ça. Et puis, moi, je cadre tous les films que j'éclaire. Donc, c'est moi qui suis à la caméra. En tout cas, quand il y a plusieurs caméras, je suis à la caméra principale. Quand il n'y en a qu'une, c'est moi qui la cadre. Ça met aussi une relation tout à fait particulière avec les acteurs. Je suis le premier spectateur du film. Avant que qui que ce soit voit quoi que ce soit, c'est moi qui le vois. Je suis à l'œilleton, je vois... Et ça crée un rapport extrêmement intime et agréable vis-à-vis des comédiennes et des comédiens, parce qu'ils vont lire dans mon visage comment la scène s'est passée. Moi, je suis très émotif et je pleure énormément quand je tourne, mais quand je vois les films aussi. Et c'est vrai que je suis vraiment... il n'y a pas de filtre, quoi. Quand on tourne une scène, la manière dont la scène va m'impacter, les comédiens vont le voir. Et donc, ça les nourrit aussi. Je vais prendre un exemple par rapport justement à La Fosse. Donc, j'avais fait un moyen-métrage avant avec lui, mais le premier long-métrage que je fais avec lui, c'est À perte la raison. À perte la raison, il y a une scène, pour ceux qui l'ont vu, où Émilie Dequesne est dans sa voiture et elle entend Julia Clerc à la radio et elle s'effondre en larmes. Il se fait que moi, 10 ans avant ça, j'ai fait Rosetta avec Émilie, où j'étais pointeur. Émilie avait 18 ans, c'était vraiment une jeune femme, voilà, donc l'équipe était très protectrice. Et moi, en tant que pointeur, je suis très proche. Le pointeur, il est très proche physiquement des comédiens, parce qu'il faut regarder les marques, il faut regarder où ils vont.
Donc, on était très proches, Émilie et moi. Quand je me retrouve 10 ans plus tard dans une voiture en train de la faire, parce que je suis tout seul dans la voiture, parce qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre, donc il y a une autre voiture derrière dans laquelle est Joachim avec l'image et le son et tout ça, mais je suis tout seul dans la voiture. Et en fait, elle commence à pleurer, et moi je pleure plus fort qu'elle. Et elle m'entend, donc elle pleure encore plus fort. Donc moi je pleure encore plus fort. Et c'est un truc sans fin, quoi. Et on fait 8 prises où je sais pas, on s'alimente comme ça l'un l'autre parce qu'on se connaît bien, parce qu'elle m'émeut, parce que du coup, le fait que je ressente ça, ben, elle se nourrit de ça aussi. Donc voilà, c'est ça notre boulot. Moi, j'ai fait un film un jour qui s'appelle Tête de Turc, un film de Pascal Elbé, dans lequel il y a un comédien qui joue et sa femme joue sa femme. Donc sa vraie femme joue sa femme. Dans le film, à un moment donné, cette femme meurt dans ses bras. Et donc je tourne une scène où c'est Simon Abkarian qui joue cet homme et c'est vraiment sa femme qui joue sa femme. Et à un moment, voilà, il joue la mort de sa femme. Et il est bouleversant, évidemment, parce que c'est sa femme et qu'elle est en train de mourir. Et moi, il me bouleverse, mais d'une manière hallucinante. Et je suis à l'épaule. Et Pascal est derrière moi, il me tient comme ça parce que je tremble complètement, tellement je suis ému. Et Simon, il voit aussi ça. Et donc, tout ça se nourrit. Enfin, il y a quelque chose de communicatif quoi, dans ce métier. En tout cas, moi, je le fais comme ça. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais moi, Leila Bekti, dans Les Intranquilles, et j'avais fait un autre film avant avec elle, qui s'appelle Nous trois ouvriers, un film de Kairon, il y a quelque chose il y a un lien comme ça qui se passe. Ceux qui ont vu Les Intranquilles, ben, il y a un moment donné où Damien Bonnard peint, il y a une espèce de danse comme ça, où il rentre dans une folie créatrice, et où il peint. Et je le filme, et ça dure une demi-heure vraiment, où on le filme. Et après, il n'a pas tout gardé, évidemment, et on est comme ça dans un ballet entre lui et moi, et avec Amaury, mon pointeur, qui essaie de tirer son épingle du jeu. Et il y a quelque chose quoi, qui se passe, et ça, c'est à la fois hyper grisant, hyper plaisant, hyper émouvant. Et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de ça qui passe dans le film. Je pense que ces moments-là, voilà, on nourrit le film. Et Joachim, il est très fort pour ça. Il est très fort pour... Joachim, c'est un réalisateur qui est pas tellement... Il n'arrive pas avec une proposition. Il attend que vous lui fassiez une proposition et il va façonner cette proposition. Donc il va, en fait... moi, je dis souvent, quand il est au mieux et que moi aussi et tout, en fait, il va tirer le mieux de nous. Que ce soit des comédiens, que ce soit de moi à la caméra, que ce soit de tout le monde, en fait. Il peut avoir cette capacité à pousser les gens au meilleur. Il a beaucoup d'ambition, dans le bon sens du terme, vraiment, et on l'a tous sur les plateaux de Joachim, mais il arrive à pousser ça. Et ça, c'est vraiment agréable. Parfois, c'est très dur, parce que quand il pousse. Donc, il essaye il est dans l'émotion, il est dans le ressenti, mais des fois, il peut être dur parce qu'il ne se rend même pas compte. Moi, combien de fois, il me dit, mais c'est pas notre photo, ça. C'est pas notre image, ce que tu es en train de faire, là. C'est pas nous, ça. Qu'est-ce que tu fais, en fait? C'est pas nous. Bon, moi, je dois digérer ça, dire, ben, bon, donc je fais de la merde, là. Donc, je fais quoi? Et puis, je réfléchis, et puis, je cherche. Et puis, mais il me pousse à aller... ça, c'est vraiment agréable. C'est pas tout le temps. Tous les gens avec qui je travaille certains ne m'autorisent à rien, et donc je dois essayer vraiment de faire dans le petit espace qu'on me donne, de faire ce que je pense qu'il faut que je fasse, et puis d'autres m'autorisent à tout, ce qui est bien aussi, mais bon, j'ai pas de limite ou j'ai pas de direction. Joachim, il est quand même à la fois directif et à la fois ouvert. C'est un peu contradictoire, je m'en rends compte, mais bon, c'est ce que je ressens. Là, on a parlé de la magie du plateau et puis de cette relation particulière avec Joachim Lafosse, parce que vous avez fait bientôt 8 films ensemble, c'est ça? On est en préparation, on tourne dans un peu moins de 2 mois. Donc ça, c'est le travail sur le plateau, mais ça commence avant ça, votre travail, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du moment où vous arrivez sur les projets en général, mais peut-être sur les projets de Joachim Lafosse aussi, puisque vous avez cette relation si particulière? À quel moment est-ce que vous arrivez et comment ça commence votre travail? Oui. Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que donc là, on prépare notre 8e film ensemble. C'est pas si courant des longues collaborations comme ça. C'est
D'abord, Joachim tourne beaucoup, ce qui fait que forcément on collabore beaucoup, mais c'est pas aussi régulier que ça des longues collaborations. L'idée va être de comment est-ce qu'on fait pour rester fidèle à ce qu'on fait et en même temps peut-être chercher autre chose. Et moi, je pense que c'est on repart toujours d'un même truc, c'est le scénario. Les scénarios, ils sont tous différents. Et pour moi, quand je lis un scénario, il y a des choses qui me viennent, il y a des idées qui me viennent, il y a une lecture qui me vient, je projette sur des images, je pense à certaines choses. Et c'est pas ce film-là, quand j'ai lu le scénario, alors qu'on venait de faire Les Intranquilles, qui était une caméra tout à l'épaule, très proche des comédiens, très dans le sensoriel, dans une forme de communion vraiment avec Leïla et Damien. Ici, j'avais pas du tout ce sentiment-là. Pour moi, je dis, écoute, j'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse le film à la Dolly. Joachim, avec moi en tout cas, il n'a jamais fait de film à la Dolly. On a toujours travaillé soit à l'épaule, soit sur pied tout simple, soit avec ce qu'on appelle des gimbals, donc c'est des systèmes stabilisés comme un Steadicam, mais c'est pas un Steadicam. Mais c'est à peu près la même chose. Et sur ce film-là, je lui dis, écoute, moi je crois que c'est un film à la Dolly, avec des mouvements. Juste la Dolly, Qu'est-ce que c'est que la Dolly? Oui. La Dolly, c'est une machine sur roue sur laquelle on met la caméra et sur laquelle moi je m'assieds et où mon chef machiniste va me pousser ou me tirer, me déplacer pour essayer d'être au bon endroit au bon moment tout le temps. Et c'est pas possible de faire un film de Joachim. On va ensemble toujours commencer par réfléchir au plan séquence. Qu'est-ce que c'est qu'un plan séquence? Pour ceux qui ne savent pas, c'est la séquence, donc tout ce que la séquence raconte, on ne le fait qu'en un plan. Donc moi je vais commencer à réfléchir quand je vois une séquence, comment je fais pour raconter toute cette séquence-là sans couper. C'est pas toujours simple, parce qu'il y a des déplacements, il y a ceci, il y a cela, il y a du off, mais on va tendre vers ça. Et puis, une fois qu'on a mis ça en place, est-ce que ce plan séquence tient tout seul ou pas? S'il tient tout seul, peaufinons-le jusqu'au bout pour qu'il puisse être monté, enfin pas monté, mais pour qu'il puisse fonctionner comme tel. Si on sent que peut-être il y a une faiblesse ou il y a une fragilité et que derrière au montage, il voudrait bien avoir un peu plus, on va essayer de décliner le plan séquence. Donc c'est pas qu'on va faire ce que nous on appelle un pick-up, donc c'est un bout de séquence. Ça on va pas faire. On va toujours faire en plan séquence, mais on va faire une variante. Donc moi je vais voir dans le déplacement des comédiens, dans comment les choses se font, comment est-ce que je peux, alors que par exemple dans la première version j'ai suivi A, et puis je suis arrivé sur B, et puis j'ai retrouvé A, et puis dans l'autre je vais faire A et je vais rester sur A. Et donc je vais offrir une autre possibilité de raconter le plan, qui peut être monté du coup. Parce que, donc, pas ce film-là, ça c'est Damien qui l'a monté, mais le film d'avant c'est Marie-Hélène Dozo, qui est la monteuse des Dardennes notamment, qui va monter le prochain. Elle, c'est vraiment la... Je pense à ça parce qu'on parlait je parlais des Intranquilles, mais c'est la championne du monde de trouver l'endroit où on peut monter deux plans qui sont faits en plan séquence et les monter. Et du coup, ça crée une dynamique à la fois au tournage et à la fois dans le résultat qui est autre que, ce qui n'est pas critiquable, hein, c'est une autre manière de faire, mais de dire, voilà, on va faire un plan là, puis on va faire un plan ici, puis on va faire un plan là, puis un plan là, puis un plan là. On peut faire 3, 4, 10, 25 plans, il n'y a pas de limite, c'est en fonction de ce qu'on veut. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est en prépa qu'on va établir ça, et on va faire un découpage en préparation. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que, je ne suis plus si jeune, et c'est vrai que moi, j'ai vu un vrai raccourcissement du temps de tournage. Rosetta, c'est 12 semaines, par exemple. Moi, j'avais fait un film, à l'époque, j'étais assistant aussi, j'avais fait un film en 14 semaines. Enfin, j'avais fait un film d'Assayas qui s'appelle Demon Lover, c'était 16 semaines. Donc, à l'époque, c'était des formats de fabrication qui n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps de tournage, c'est du temps de fabrication, ce n'est pas du temps de réflexion. Donc, ça veut bien dire que la réflexion, il faut qu'on l'ait eue avant. Donc, ça veut dire qu'on prépare. Donc il faut qu'on ait du temps de préparation. Donc aujourd'hui, on a compressé le temps de tournage, mais il faut que nous, en tant que directeur de la photo, on impose un temps de préparation plus long que si on avait eu un plus long temps de tournage, où on aurait eu la possibilité d'y réfléchir. Aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité-là. C'est un moment de fabrication. Donc il faut qu'on dise, il faut préparer avant et savoir, quand on va arriver, ce qu'on va faire. Parce que sinon, on n'a pas le temps, en fait.
et on est battu. Je suis parti dans tous les sens. Non, mais ça répond quand même à la question. Moi, j'ai plein d'autres questions, mais il y a peut-être des questions quand même dans la salle, des gens qui ont envie d'intervenir. Commentaires, ici, devant. Il y a un micro qui arrive pour vous, parce que comme on enregistre, on a besoin d'entendre bien votre voix. Merci. Si j'ai compris, on fait des plans séquences parce qu'on n'a pas le temps de trop découper, c'est ça ? Non, c'est pas du tout lié pas l'avantage de c'est faire vraiment des Joachim. Moi, je pense qu'il y a différentes choses qui viennent nourrir ça. La première chose, c'est même les acteurs apprécient beaucoup ça, parce qu'en fait, ils jouent la scène. Ils jouent l'entièreté de la scène. Ils jouent pas des bouts de scène. Je veux dire, quand tout d'un coup, je sais pas, là, vous voyez le film. Bon, c'est un film dur, bouleversant. Ouais. On a des acteurs magnifiques, mais quand même, pour Emmanuel de devoir, enfin, le regard de fin, le plan de fin dans le tribunal, il faut le faire quand même. Faut le raconter. Pour moi, sur son visage, je vois tout ce qui se passe de l'autre côté. Tout ce qu'on ne voit pas, puisqu'on est sur son visage, en fait, on l'a filmé. Hein, mais il a préféré montrer ça, parce que pour moi, de toute façon, on le voit ça. Ça marche parce qu'on lui permet de raconter la totalité du truc. Pas, bon, alors là, tu fais ça parce qu'il est là, il est censé être là, il est censé se passer ça. Ça, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, je pense qu'il y a aussi, dans l'envie de Joachim, d'aller vers le plus de justesse possible de la part des comédiens, de mettre en place ce système du plan séquence qui leur autorise de vraiment jouer, en fait, de pas de voir, oui, là, on fait ça, je dois faire ça, telle émotion, je fais comme ceci. Non, ils jouent, en fait. Et de mon expérience, ils aiment ça. Alors, des fois, ils réchignent un peu parce que ça oblige parfois à avoir beaucoup de texte. Puisque forcément, si c'est toute une séquence et que sur cette séquence, il y a 6 pages de texte, bah, il faut connaître les 6 pages de texte. Ça, c'est compliqué, mais exemple, voilà, je continue mon truc, mais à partir dans tous les sens. Mais, donc, suite à ce film-là, donc là, j'ai rencontré Daniel Auteuil. Pendant le tournage, Daniel m'a proposé de lire un livre qu'il venait d'acheter pour l'adapter. Donc, il a adapté et on a fini mi-décembre un long métrage qu'il a réalisé, lui. Et dedans, il joue le rôle d'un avocat encore, mais là, ça se passe beaucoup au tribunal, et il a son plaidoyer. Et en fait, on l'a fait en plan séquence. Ça fait 7 minutes, et il a eu l'ambition, l'envie de le faire en plan séquence. Comme je dis, on a fait 2 variantes, où j'ai été chercher d'autres choses pour permettre, si il sentait que le rythme n'y était pas au montage, parce que le rythme du tournage, c'est une chose, le rythme du montage, c'est plus tout à fait le même. Mais tout ça pour dire que même s'il a dû se coller tout ce texte, il a eu envie de le faire. Parce que tout d'un coup, il s'est retrouvé dans une scène et il a joué la scène vraiment. Je pense que ça, c'est une bonne clé. Mais encore une fois, un film n'est pas l'autre. Moi, j'ai réalisé Tueur. Sur Tueur, il y a des moments où ça se prêtait à faire ça, et puis des moments pas du tout. Parce que c'est un film d'action, il y a des choses, donc c'est pas du tout ça qu'on veut. Même si parfois, c'est ça qui est intéressant. Moi, dans mon parcours, j'ai fait des films très différents, des films d'action, mais vraiment action, genre Banlieue 13 Ultimatum, et des films de Joachim Lafosse notamment, très auteurs, quoi. Et puis des espèces de feel-good movie, et puis un thriller, et puis un film d'horreur, et puis c'est l'intérêt pour moi, parce qu'en vrai, à la fin, la technique de tout le monde nourrit tout le monde. La technique quand les Jason Bourne sont sortis, en fait, il a vraiment employé ça. Il a fait des scènes d'action en plan séquence. Et tout le monde a trouvé ça waouh, parce qu'en fait, on y croyait. Donc c'est une technique qu'il avait déjà éprouvé lui, mais qui venait d'un autre style de cinéma, qui pouvait être un peu issu de la nouvelle vague. Et il a récupéré ce style de filmage qui n'était pas lié au film d'action, il l'a adapté au film d'action, et c'est devenu très intéressant. Donc les techniques, elles se mélangent. Et ça, c'est vrai que nous, en tant que directeur de la photo, c'est le but du jeu, c'est de connaître ces techniques, de connaître et de mélanger tout ça. Après, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, en tant que directeur de la photo, c'est de se dire pourquoi je filme de cette manière-là. Ici, je disais tout à l'heure, voilà, on a pris une dolly et on a filmé à la dolly, on a fait des plans séquences à la dolly. Alors, c'est pas possible sur un rail, parce que la dolly, normalement, on la met sur un rail. Enfin, pas obligatoirement, mais généralement, on la met sur un rail. Sauf que ça définit un vrai poids de début, un vrai poids de fin.
Sur les films de Joachim, c'est pas possible. Il y a trop d'espace laissé à l'improvisation. Donc, on a fait rouler la dolly. J'ai eu aussi cette idée, après avoir vu le décor, qui est la grande maison. En fait, le sol est en marbre quasiment partout. Donc, on pouvait rouler là-dessus. Ça fonctionnait très bien. Donc, tout de suite, je me suis dit, mais on va le faire à la dolly et on va le faire en roulant sur ce sol. Et ça va être super. Donc là, vous pouvez avoir l'impression des fois qu'il y a beaucoup de plans fixes, mais tout a été fait en mouvement. Après, au montage, il va garder ce qui l'intéresse. Mais c'est rempli de mouvements tout le temps, quoi. Sur un mode qui n'était pas celui du film précédent. Parce que la manière dont on filme, moi, je ne fais pas un film à l'épaule parce que c'est plus facile, ou parce que ça va plus vite, ou parce que c'est moins cher. L'épaule, ça va induire quelque chose dans la perception du spectateur. Et encore, l'épaule, il y a plein de manières de faire l'épaule. Quand on a fait À perte la raison, j'étais à l'épaule et j'avais des amorces tout le temps. Parce qu'en fait, on avait réfléchi à tout ça, on s'était dit, mais non, en fait, ils sont regardés. Ils sont toujours regardés par quelqu'un dans ce film-là. Donc, on va être toujours avec... On avait même démonté des bouts de porte qu'on se trimballait sur le plateau pour fabriquer des fausses amorces. Parce qu'on voulait induire... Quand Gus Van Sant, je ne compare pas Joachim Lafosse et Gus Van Sant, mais quand Gus Van Sant fait Éléphant, il prend un Steadicam, il fait cette cam complètement flottante. Ça marche hyper bien avec ce qu'il raconte. Donc, en fait, la manière dont on filme, que ce soit où on se met ou que ce soit comment on filme, ça induit quelque chose. Et c'est en ce sens-là qu'on doit se questionner sur comment on va filmer. Pas pratiquement, ah ben oui, c'est plus simple en fait. C'est plus, oui, il y a 2 escaliers à monter, donc c'est plus simple de le faire à l'épaule. Mais sauf que si ça ne doit pas être raconté à l'épaule, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut trouver la solution pour que ce soit filmé de la bonne manière pour retranscrire l'émotion de ce moment-là. Encore une fois, vous faites plein de réponses pour chaque question, c'est super. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle ? Pas pour l'instant. Moi, je voudrais rebondir sur la maison. Donc, vous expliquez que vous avez vu les sols en marbre et vous vous êtes dit, ah oui, bah voilà, on va mettre la dolly sur des roues. Quelle est la part de votre intervention dans les décors ? Est-ce que vous êtes là dès le repérage ou est-ce que vous arrivez quand on commence à penser les décors ? Comment est-ce que vous travaillez avec cette partie-là ? Non, moi j'arrive... Joachim ne va pas valider un décor sans me le montrer. Parce que ça a beaucoup d'incidence sur comment on va éclairer, sur comment on va filmer. Donc, bien sûr, donc lui va faire un premier tour. Là, c'est exactement ce qui se passe pour le moment. Donc, il a fait un premier tour. Et puis, de ce qui, soit déjà, quand il est en train de repérer, il m'appelle, il me montre en visio ce qu'il est en train de voir. Et on en discute tout de suite. Et puis derrière, moi, donc le prochain film de Joachim va se tourner pour une bonne partie à Saint-Tropez dans une maison de vacances. Il se fait que moi j'étais en tournage avec Daniel Auteuil à Draguignan, donc pas loin. On s'est arrangé pour qu'un samedi matin, après que lui il ait vu la maison et elle lui semblait convenir, que moi je puisse aller 2 heures avec lui là-bas et pour qu'on dise ok, que je valide, parce que il y a des aspects que lui ne voit pas forcément, où il attend de moi que j'attire son attention en lui disant oui, mais attention, ça va impliquer, parce que ce sont des dominos, quoi. Tout est en cascade. Donc ça veut dire ça, veut dire ça, veut dire ça. À la fois sur comment on va pouvoir raconter, mais même sur les moyens qu'on va devoir, techniquement et donc financièrement, qu'on va devoir mettre en œuvre pour faire le film. Ici, la maison, elle est, ça devient un peu, mais elle est exposée sud. Donc en fait, le matin, jusqu'à 11h, il n'y a pas de soleil. Mais nous, on ne commence pas à tourner à 11h. Commence avant. Donc avant, moi, il faut que je fasse du faux soleil qui va raccorder avec la suite des prises qu'on va faire de la séquence. Même si on le fait en plan séquence, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas à l'abri qui coupe dans les plans séquences. Donc il faut que la première prise du plan séquence, elle fonctionne avec la 24e s'il y en a 24. Donc je vais devoir créer un faux soleil le matin pour que quand il y aura le vrai soleil à 13h, il raccorde avec ce que j'ai déjà tourné le matin. Donc ça implique des moyens, parce que faire du soleil, c'est des moyens, c'est cher, c'est polluant, c'est chiant, on n'a pas envie, mais sauf que quand c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas d'option pour faire sur une surface pareille, pour faire du faux soleil. On sait très bien comment le faire et bon, il faut les moyens pour le faire, quoi. Donc oui, moi j'interviens très tôt. Et là même, parce qu'on voit cette maison, donc j'y vais, je lui dis écoute, voilà, les positifs c'est ça, les négatifs c'est ça.
Et puis très vite, on se retrouve de nouveau dans la maison avec la chef déco là, et aussi les costumes, pour qu'on harmonise tout ça. Parce que Anna, les murs, la manière dont elle va traiter les murs, doit être en adéquation avec la manière dont les comédiens vont être habillés. Et derrière, ce que moi j'ai en tête, il se fait que sur ce film-là, on fait des essais, on fait toujours des essais. Moi, je fais pas mal d'essais pour montrer à Joachim, pour me confronter à son avis, parce qu'il a besoin de ça. Il ne peut pas trop développer un truc purement intellectuel, il a besoin de l'image. Donc je fais des essais, je lui montre, au producteur aussi, pour que ce soit très transparent. Et que ici, donc avant, une fois qu'on a acté la maison, je suis allé sur le décor, j'ai pris les 3 caméras majeures aujourd'hui, les 3 caméras avec lesquelles j'étais prêt à travailler, 5 séries d'optiques différentes, et j'ai fait les mêmes plans. Donc j'ai fait 5 plans, on va dire, qui étaient des plans que je pensais qu'on ferait dans le film, mais qui n'étaient pas éclairés encore, mais juste comme ça, avec toutes les options. Et puis on est allé, et eux ne savent pas ce que c'est en fait. Et donc ils voient A1, A2, A3, A4, A5. Et à la fin de cette projection, le but du jeu, c'est qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qui vous semble être le film ? Moi j'ai évidemment mon avis, mais je dois aussi partager avec Joachim et les producteurs, parce que ça a un coût aussi, tout ça, tout a un coût. Donc c'est bien qu'on soit tous sur la même page pour ça. Et là, bizarrement, la lettre et le chiffre que moi j'avais en tête, tout le monde avait le même. Et c'est avec ça qu'on a fait le film. Cette caméra-là, et ces optiques-là, et ce traitement-là, et ce workflow-là, tout. C'était déjà là, c'était déjà en place, quoi. Donc ça, c'est indispensable pour moi de faire ça. Pardon ? Donc c'était une Red Monstro avec des hawks anamorphiques qu'on appelle 65-74. Donc 65 parce qu'en fait, c'est pour faire vraiment du grand format. Donc il couvre la totalité du capteur de la Monstro. Mais ils sont donc en principe des objectifs anamorphiques. Là, je commence à devenir un peu technique, mais bon, il y en a quand même ici qui voient de quoi je parle. Donc les objectifs anamorphiques anamorphosent par 2. Donc on compresse l'image par 2 en fait. On squeeze l'image comme ça par 2, et quand on la projette, on la squeeze par 2 aussi. Sauf que ces optiques-là n'anamorphosent que de 1,3. Pourquoi ? Parce que le capteur, quand on anamorphose par 2, il faut un format de capteur qui est comme ce qu'on appelait avant le 35 mm, donc 1,33. La Red Monstro, elle fait du 1,89, donc il faut une autre compression, donc il faut du 1,3, enfin peu importe. Voilà. Donc j'ai choisi ces optiques-là. 65, ça c'est la taille le niveau de compression, et 74, c'est parce que ce sont des objectifs vintage, donc ils sont un peu plus doux, un peu plus veloutés comme ça. Vintage m'a filé 3 séries d'optiques à essayer. Et puis deux séries qui n'étaient pas de chez Vintage. Donc voilà, j'ai fait tous ces essais dans tous les sens. Et puis j'ai projeté à l'aveugle et on a décidé ensemble. Et ça a été une évidence. C'était ça, pour tout le monde. Sauf pour le directeur de production, parce que c'est vrai que c'est des optiques chères. Ça, il faut être honnête. Mais bon, je suis parti avec 3 objectifs. Comme c'était très cher, j'ai accepté de n'avoir une série que de 3 optiques. Est-ce qu'on peut parler un peu de la lumière rapidement ? Joachim Lafosse a expliqué en interview que c'est un film qui s'appelle Un silence et que pour lui, l'équivalent à l'image du silence, c'était l'ombre. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il dit après, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête avant ? Non, avant, mais en fait avant, on allait beaucoup plus loin que ça. Et en fait, on a réduit en post-production. Mais le parti pris sur le plateau était encore beaucoup plus fort que ça. Mais oui, on voulait un film avec des ombres, on voulait la scène quand il le poignarde, voilà, il y a des moments où on voit à peine quelque chose, et c'était voulu, c'est pas alors après, moi je me suis fait plaisir sur des trucs aussi. Bon, je ne sais pas si quelqu'un le voit, mais donc les effets de lune, parce que donc il déambule dans le salon et tout ça, donc il y a des effets de lune sur le mur et tout qui sont censés passer à travers des feuillages. En fait, c'est des projecteurs de scène, c'est des projecteurs de concert, ce qu'on appelle des automatiques, donc sur lesquels on met des espèces de caches, ça s'appelle des gobos. Donc j'ai fait faire des caches type feuillage. Et pourquoi j'ai pris ces projets-là ? Parce qu'en fait, on peut les faire bouger un tout petit peu. Donc comme s'il y avait du vent dans le feuillage.
Bon, effectivement, peut-être qu'il n'y a que moi qui vois ça. Voilà. Mais on ne peut pas... moi, je pense qu'il ne faut pas se dire ouais, non, mais il n'y a que moi qui vais le voir et donc je ne le fais pas. Parce que même si vous ne l'avez pas vu, ça a nourri le visuel du film. Donc ça a fait quelque chose. Très certainement, personne ne dit ah ouais, tiens, c'est marrant, le feuillage bouge, ouais, c'est pas mal son truc. Non, personne ne se dit ça, mais on s'en fout. Je veux dire, on ne peut pas se dire oui, ça, ils vont le voir. C'est pas le but du jeu. C'est pas que vous voyez ce qu'on fait. On veut pas dans une cuisine, le cuisinier, il veut pas que vous sachiez ce qu'il a fait. Il veut juste que vous le mangiez et que les ingrédients qu'il a mis, les épices qu'il a mis, vous fassent quelque chose. Mais le but, c'est pas que vous compreniez ça, c'est que vous le ressentiez. Donc je crois que des fois, on fait des choses que vous ne voyez pas, et c'est très bien comme ça, mais ça nourrit une forme de ressenti. J'espère. Après, voilà. Est-ce que Oui, alors il y a plein de mains soudain. On va faire comme ça. Après, je sors. Attendez juste 2 secondes le micro parce qu'on veut garder la question. Est-ce que vous pouvez parler de la hauteur de caméra dans ce film ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plongées. Oui, et c'est bien vu parce que c'est le premier film où c'est comme ça. Donc jusque-là, avec Joachim, on a toujours été à hauteur d'homme. Et puis ici, de par le rapport, bon, moi je pense que c'est pas clair, hein, c'est pas quelque chose, on s'est pas assis à une table et on s'est dit tiens, on va faire ça parce que ça. Non, c'est après. Parce qu'on sent qu'il faut le faire. Il y a beaucoup de choses où on sent qu'il faut le faire. Et au moment où on le fait, c'est pas forcément évident d'expliquer pourquoi on le fait. Mais après, tu te rends compte qu'en fait, il y avait une raison. Mais t'as pas forcément, au moment où tu le fais, t'as pas forcément intellectualisé ça. Tu l'as pas formulé, quoi. Donc moi, je pense que le rapport de Daniel, de domination du personnage de Daniel, c'est ça qui a induit cette espèce de plongée, notamment beaucoup sur Emmanuel. Mais on peut aussi être purement formel et se dire que oui, elle est plus jolie filmée d'en haut que filmée d'en bas, comme tout le monde, hein, pas plus Emmanuel que quelqu'un d'autre, mais on peut aussi se dire ça. Peut-être que c'est ça aussi qui nous a poussé à être toujours un petit peu plus en plongée, comme ça. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est cette espèce de truc de domination qui nous a emmenés vers une caméra un peu plus, souvent en plongée, ce qui n'est pas, il n'est pas coutumier du fait. Alors, on a une deuxième question. Bonsoir. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est souvent en fait, que vous laissez beaucoup de place au décor dans l'image, notamment par les cadres dans le cadre, avec les cadres de porte, ce genre de choses. On laisse beaucoup de place au décor, beaucoup d'air à certains moments. Je voudrais voir un peu pourquoi. Je pense que j'ai entendu un moment, je ne sais plus trop à quelle interview, mais quelqu'un qui disait qu'il y avait un personnage qui n'était pas invité là, c'est la maison. Et la maison est un personnage pour moi. Elle raconte vraiment ce que c'est que cette famille, la taille de cette maison. La maison, elle fait 40 mètres sur 10. Hein. C'est immense en fait. Hein. C'est vraiment hors norme, quoi. Et je pense que quand il y a eu le choix de cette maison, même si Joachim a amoindri ça, dans les images, dans les rushs, c'était encore plus fort, c'était encore plus flagrant. À un moment donné, il s'est dit, c'est too much, c'est trop, parce que ça devient un château, de par sa taille. Donc il a un peu calmé le jeu, mais il me semble que la taille de la maison, cet endroit aussi où ils se perdent, en fait, où ils sont chacun comme ça, esselés, perdus, comme est perdu le personnage du garçon quand il revient et qu'il va poignarder son père. Il est perdu dans cette baraque alors qu'il y a toujours vécu, quoi. Mais il y a un truc où il erre. Bon, il est un peu bourré aussi, mais il erre comme ça dans cette maison. Emmanuel aussi a l'air. Et à un moment, quand elle revient et qu'elle va voir si son fils est là-haut et qu'en fait il n'est pas là-haut, qu'elle va l'appeler, qu'il est chez leur fille. Enfin, ils se perdent là-dedans, quoi. Il y a une dimension de cet ordre-là. Et puis, il y a une dimension de Joachim, dès le début, ancrait cette histoire dans une forme de grande bourgeoisie. C'était important pour lui. Donc la taille de la maison va aussi raconter ça. Voilà, c'est pas la maison de tout le monde. Tout le monde n'a pas ça. Alors la maison est une chose, mais le jardin en est encore une autre, parce qu'il est immense ce jardin avec cette piscine. Enfin, il y a 3 terrains de football. Ce qui, moi, du coup, me pose un problème, parce que comme on y tourne de nuit, faut éclairer tout ça.
et que c'est très conséquent, quoi, pour que, et encore, c'est un film sombre, donc j'ai pas été, mais il y a énormément de surface à éclairer, quoi. Est-ce que j'ai répondu? Bonsoir. Déjà, merci pour cette masterclass. Merci de répondre avec autant de précision aux questions et de revenir sur votre travail. C'est vraiment super intéressant. Du coup, ça m'invite à vous poser cette question pour revenir sur justement toute la préparation. Vous disiez que du coup, forcément, c'est une étape très importante et que vu que maintenant le tournage, les temps sont réduits, voilà, faut encore investir plus d'énergie là-dedans qu'avant. Et du coup, voilà, moi, je voulais savoir, c'est une question assez large et assez pratique. À partir du moment où les décors sont choisis, en fait, comment ça se passe avec le réalisateur, surtout, pour justement travailler cette prépa jusqu'à arriver au tournage, au niveau du découpage, les acteurs, enfin voilà comment. Voilà, comment donc ça se passe. Merci beaucoup. Joachim, depuis l'économie du couple, donc c'est il y a 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus exactement, mais voilà, depuis l'économie du couple, il arrive à imposer le fait de répéter dans le décor avec les comédiens. Donc sur l'économie du couple, comme c'était un décor unique, mais après c'est aussi lié au fait qu'il a beaucoup pas de décor unique, mais presque. Ici, 70% du film est dans la maison. Dans l'économie du couple, c'était pire, c'était plus encore. Dans Les Intranquilles, c'est pareil, la maison, à part le début qui était les vacances, mais après ça, c'est presque tout le temps au même endroit. Donc il arrive à poser le fait qu'on répète. Là, on a fait 2 semaines de répète dans la maison. On a répété des scènes qui n'étaient pas censées être dans la maison, dans la maison aussi. C'est pas tant le décor qui est compliqué, c'est les acteurs. C'est d'obtenir les acteurs. Et pareil, je reviens avec Daniel. Daniel, au départ, Auteuil, dit mais non, il n'avait jamais fait ça. Il voulait pas le faire. Enfin, il était un peu dubitatif. Mais ça lui a tellement plu que sur le sien, que je viens de faire, il a fait pareil. Parce qu'il s'est rendu compte que, comme je disais précédemment, aujourd'hui, le temps de tournage, c'est un temps de fabrication. Donc, de pouvoir se confronter à ça avant, c'est formidable. Moi, aujourd'hui, on a sur nos téléphones des viseurs de champ assez précis avec les optiques qu'on emploie. Bon, c'est pas le même rendu, mais malgré tout, moi, que ce soit Les Intranquilles ou Un Silence, mais j'ai quasiment tout filmé sur mon iPhone. Hein. J'ai le film sur mon iPhone. Ils sont pas en costume, ils sont pas éclairés, je suis pas, voilà, mais tout se fait comme ça et je sais pertinemment bien ce qu'on va faire. Ça ne nous empêche pas, au moment où on le fait vraiment, des fois, de changer d'avis ou de se rendre compte que ce n'est pas la meilleure solution, qu'il y avait autre chose, ou encore une fois, parce que je peux en prépa avoir une idée, et puis le plan fonctionne, et puis de dire, on le fait 6 fois, 8 fois, 10 fois, on l'a, ok. J'ai dit à Joachim, on en refait une petite, je voudrais proposer autre chose. Et je propose autre chose, une variante, qui prend pas, s'il prend, on peut continuer peut-être. Des fois, ça peut devenir lourd, parce qu'on peut faire beaucoup de prises, mais c'est comme ça qu'on travaille. Mais ce truc de répétition, moi, mais voilà, moi, je me rappelle particulièrement de Rosetta. Rosetta, on tourne ça dans un camping à côté de chez moi, donc à Moire, à Comblain-Ferrand, je crois, vraiment à côté d'où je suis né. Et on arrive à 8h, toute l'équipe arrive à 8h le matin, et on ne tourne pas avant midi. Parce que de 8h à midi, ils vont répéter. Mais si, en fait, ils commencent à répéter et qu'au bout d'une heure, ils ont le truc qu'ils veulent que l'équipe soit là pour qu'on commence. Donc on attend, en fait. Donc eux, ce temps de répète, parce que les temps de tournage étaient autres, ils se l'octroyaient à cet endroit-là. Aujourd'hui, ça ne marche plus, ça. Donc il faut bien qu'on le mette ailleurs. Ou alors on ne le met pas, mais on appauvrit le film, à mon avis. Ou alors il faut être un génie, quoi. Peut-être, oui... Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé avec quelqu'un qui arrivait et qui pouvait dire ben non, voilà, on fait comme ça, et ça marche. Ça, c'est quand même... on en parlait tout à l'heure, moi, de tous les réalisateurs ou réalisatrices avec qui je travaille, à part Dominique Moll, qui est quand même très précis et qui arrive le matin avec une idée très claire de ce qu'il a en tête et de comment on va faire la scène, je n'en connais pas beaucoup qui... Assayas arrive aussi avec quelque chose d'assez précis. Mais ils sont pas si nombreux, quoi. Et donc très. Ah, pardon. Ce que vous voulez dire, c'est qu'avec ces deux. Pardon. Merci beaucoup pour votre réponse. Ce que vous voulez dire, c'est qu'avec ces deux réalisateurs-là, du coup, Assayas et Dominique Moll,
il n'y a pas de répétition. Ça se fait le jour du tournage, mais eux, ils arrivent avec quelque chose de déjà très précis. Alors, moi, ce que j'ai fait avec Asaya, j'étais assistante de Denis Lenoir. C'était un film long. C'était 13 semaines, 14 semaines, 15 semaines, je ne sais plus. C'était encore une époque où, c'était il y a plus de 20 ans, et on tournait longtemps. Donc, c'était différent. Dominique, j'ai fait une série avec lui qui s'appelle Tunnel et un long métrage qui s'appelle Des nouvelles de la planète Mars. C'était en studio, on avait quand même une petite marge de manœuvre parce qu'il pouvait quand même prendre un peu de temps pour répéter quoi, le matin même. On n'a pas fait de répète en amont. Mais en termes de découpage même, c'est vrai que lui, il a une, de ce que je me rappelle, il a une idée très, très précise de ce qu'il veut, quoi. Ça, comme je disais tout à l'heure, moi en tant que directeur photo, j'aime beaucoup ça. Je préférais ne pas l'avoir le matin, je préférais l'avoir la veille ou l'avant-veille pour pouvoir anticiper et réfléchir à comment moi je vais gérer ça. Mais c'est un atout d'avoir ça. Mais encore une fois, là, Daniel, c'était encore autre chose, mais le film d'avant, celui que j'ai tourné l'été dernier, avant de faire le film de Daniel Auteuil, c'est un film qui s'appelle Coco Colin, parce que ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est bègue et qui s'appelle Colin. Bon. Et comme on n'avait pas le décor et qu'on n'avait pas le temps de tous les jours midi avec la réalisatrice, parce qu'on a beaucoup tourné dans une école, mais on n'a pas pu aller dans l'école avant de commencer à tourner. Par contre, quand on y était, on y était. Donc tous les jours midi, on découpait la scène du lendemain. Ce qui, moi, était relativement confortable pour moi parce que ça me permettait l'après-midi de réfléchir et d'anticiper et de faire installer ce qu'il fallait installer pour le lendemain. Ça, je veux dire que c'est un peu le minimum. C'est contraignant parce que du coup, ça veut dire que tous les jours, on mange en 10 minutes et on ne relâche pas la pression. C'est tout le temps à fond. Mais ça peut marcher aussi. Et très rapidement, sur ce film-là, sur Un silence, c'est combien de semaines de préparation, 2 semaines de répétition, c'est ça? Combien de semaines de tournage? Et puis alors, juste rapidement aussi, qu'est-ce qui se passe après le tournage pour vous? Je pense qu'un silence, c'est 5 semaines de prépa pour moi. Entre 5 et 6, peut-être 6, dont 2 semaines de répétition. Donc ça veut dire en fait 4 semaines pour moi, en dehors des répétitions. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour réfléchir à l'esthétique d'un film ou à la direction artistique d'un film, ça prend du temps. C'est des recherches, c'est voir d'autres films, c'est voir des photographes, c'est voir des peintres, c'est voir plein de choses, c'est chercher la direction du truc. Et ça, si on réduit ce temps-là, on réduit notre capacité à proposer une direction artistique vraiment un peu chouette, quoi. Donc, voilà, certains vont dire tant pis, on le prend en dehors du temps de prépa et tout. Moi, je trouve que non, il faut que ça soit dans le temps de prépa, pour moi. Bon. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, une fois que le film est fini, qu'il est monté, moi, je l'étalonne avec Joachim. Donc, dans ce cas-là, c'était compliqué parce que c'est vrai que en fait, entre l'envie qu'on avait mis en place sur le plateau et une fois le film fini, il a eu le sentiment que l'âpreté du film ne nous autorisait plus à aller dans la direction qu'on avait mis en place. On était plus proche de Clint Eastwood qu'autre chose, donc avec des noirs hyper noirs, très contrastés, beaucoup plus noirs que ça. Et il a eu le sentiment, tu as raison, on ne le saura jamais parce qu'on ne voit pas l'autre version, qu'on devait calmer le jeu. Et donc on a dû arranger les choses et combiner pour aller contre un peu ce qu'on avait fait sur le plateau. Mais voilà, le film est là, il fonctionne, je ne peux pas dire que c'est mieux ou moins bien. J'en sais rien, en fait. Alors, on a été très bavard ce soir, donc je vais juste vous poser une dernière question. C'est moi qui suis très bavard. Non, la salle aussi a parlé. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné et que vous aimeriez éventuellement partager avec les gens qui auront envie de se lancer dans une carrière dans l'image au cinéma? Moi, je ne me suis pas trop souvenir qu'on m'ait donné beaucoup de conseils, mais en tout cas, moi, il y a une chose que je sais, c'est que si, encore une fois, moi, je suis plus vieux, hein, et donc je suis arrivé dans le monde du travail, de l'audiovisuel ou du cinéma belge. C'était une toute autre époque, mais je crois que si j'ai pu
arrivé quelque part, c'est parce qu'à un moment donné, je faisais absolument tout ce qu'on me proposait. Tous les tournages qui passaient, j'y allais. Je tournais. À l'époque, il y avait déjà les chefs-op qui sont aujourd'hui des personnes, Benoît Deby, Alain Marcoun, Glyn Spicart, Danny Elson, Patrick Houghton. Tous ces gens-là étaient des jeunes chefs-op, mais déjà bien en place. Et moi, j'étais assistant et je les assistais. Mais donc, je pouvais un jour faire un tournage avec eux à Ostende et puis refaire la moitié de la route le soir, dormir dans ma bagnole sur un parking pour aller faire un tournage à Charleroi le lendemain. Et c'était génial. C'était une manière d'apprendre mon travail et puis de montrer que j'étais là. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a plein de relations qui se tissent et de rapports de confiance et d'envie de collaborer, de travailler ensemble qui se font. Donc moi, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Après, aujourd'hui, il y a un truc différent, c'est que le numérique, pour des gens qui veulent devenir directrice ou directeur de la photographie, ça vous permet de faire tous les essais que vous voulez. Moi, quand j'avais 30 ans, on ne tournait qu'en pellicule. Le moindre essai, ça avait un coût. Parce qu'il fallait de la pellicule, il fallait la développer, il fallait la tirer, ça avait un coût. Aujourd'hui, n'importe qui appelle un loueur, avoir une caméra dans la cour de chez le loueur, gratos, c'est très facile. Et puis, mettre en place DaVinci sur son ordinateur et commencer à étalonner, c'est très facile aussi. Donc ça vous donne la possibilité de faire des essais et de faire des recherches que nous, on n'avait pas l'opportunité de faire avant que ce ne soit de manière professionnelle. Donc ça, profitez-en, quoi. Profitez-en parce que c'est super de pouvoir expérimenter comme ça. Merci beaucoup Jean-François, c'était passionnant. Alors le film est sorti hier dans les salles belges, il est à l'affiche ici au Palace, il a plein de séances. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important pour la carrière du film. Merci beaucoup. Et alors le mois prochain, c'est ça ? Des annonces comme je les ai bien en tête cette fois-ci, j'ai retenu les dates. La prochaine masterclass, ce sera le 22 février, ce sera le film Quitter la nuit de Delphine Girard et on parlera script. Sinon, le 1er février, nous avons notre rendez-vous en pellicule Club 35, on montrera The Shipman de George Marshall et on parlera de la guerre des formats dans les années 50 à Hollywood. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comment ? Oui, le 15 février, on accueillera une jeune dame qui s'appelle Jacqueline Pierreux, qui a été la première productrice indépendante en Belgique. Elle a 93 ans, un livre qui vient de sortir sur sa carrière. Et elle viendra nous parler le matin, une masterclass, et le soir, on montrera un film qu'elle a produit qui s'appelle Home Sweet Home, que les plus jeunes qui sont dans la salle, je ne sais même pas si leurs parents étaient nés quand le film a été réalisé, mais qui est très, très, très chouette. Donc ça, ce sera super. Et le 25 février, c'est un dimanche, à 14h, on montrera The Navigator, film de Buster Keaton, en pellicule également. Voilà, plein de rendez-vous, super. Et puis c'est super de vous voir si nombreux après avoir enfilé un film, une masterclass. Merci à vous, c'est super. Voilà. Merci Jean-François.